France Maghreb 2. LGF, le grand forum, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Bienvenue à tous en ce mardi. Nous sommes ensemble jusque 18h comme tous les jours avec le plus grand plaisir. Et aujourd'hui, un couple de choc pour nous accompagner. Madame Nadia Lazouni. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe, bonjour les auditrices et auditeurs. Bonjour Osinras. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, pour ma part. Oui, Pour ma part, après j'allais pas parler en ton nom, tu vois. J'ai dit ça va. impeccable. Comment voulez-vous que ça aille vraiment quand on voit que le monde tourne mal? Ouais. Franchement, je peux pas, je comprends Le monde pas. tourne bien, vous êtes là. Ça va? Oui, c'est nos petits microcosmes à nous Ouais, alors. Voilà, c'est ça. On va se contenter de peu, finalement. Ouais. Avec pas d'avis tranché pour tous les deux. On n'aura pas le temps, c'est pour ça. Mais oui, voilà. Non, parce je vous que applaudis. on Là, c'est parce respecte que on n'aura pas le l'agenda temps. bien chargé, Exactement, bien j'ai trouvé fourni. que les sujets étaient assez intéressants et pertinents et qu'il y avait chose à dire. Voilà. Donc voilà. Bon. Par contre, vous avez des coups de cœur. Oui. Ah, très bien. Alors Nadia, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est on va écouter Jeanne, celle qui nous en parlera davantage tout à l'heure. C'est un grand gala qui est organisé par une association caritative qui finalement administre des soins médicaux en Syrie. Voilà. Très bien. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Aussi, on sera avec le maire de Stein tout à l'heure. Exactement, on sera avec Azdin Taibi pour nous parler d'un événement qui aura lieu le vendredi 1er décembre à Stein. Justement en soutien aux prisonniers palestiniens. Donc ça s'appellera le 93 solidaire de la Palestine et on en parlera mieux avec monsieur Azdin Taibi tout à l'heure. Maire de Stein tout à l'heure. Ouais. Oui, il sera avec nous donc à partir de 17h. Soyez les bienvenus en direct sur France Maghreb 2. Comme le faisait remarquer Nadia et Ossine, un programme chargé dont voici le menu. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, samedi, un millier de personnes à Paris ont manifesté leur indignation devant le marché aux esclaves révélé par les images de CNN. Plusieurs ONG pointent du doigt la politique migratoire de l'Union européenne qui alimenterait ce trafic d'êtres humains. Invité à 17h, Azdin Taibi, le maire de Stein, pour évoquer une soirée qui se déroulera début décembre en solidarité avec la Palestine. Mantes-la-Jolie, depuis plusieurs jours, des scènes d'émeutes ont lieu tous les soirs sous un silence médiatique impressionnant. Cette révolte fait suite à un incident durant lequel un habitant du quartier a été brûlé par la police durant son transport au commissariat de police. Après un simple contrôle d'identité, le jeune homme a été gravement brûlé et devra subir une greffe de la peau. Maroc, le ministère de l'Intérieur a dépêché dimanche 19 novembre une commission d'enquête sur les lieux de la tragique bousculade qui a eu lieu à Sidi Bou Alem, près de Essaouira, et qui a fait 17 morts et des dizaines de blessés. Des responsables locaux pointés du doigt après le décès de 17 femmes dans une bousculade. La question LGF du jour, accord LR-FN, Laurent Wauquiez doit-il accepter la main que propose Marine Le Pen? Vous répondez oui ou non sur Twitter LGF officiel ou sur la page Facebook France Maghreb 2. Enfin et pour finir tout à l'heure, Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum avec Nadia Lazouni, avec Ossinaras et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, pour intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. Bien sûr. Alors la question du jour aujourd'hui, vous savez que ce week-end, enfin je sais pas si vous le savez, mais Marine Le Pen qui devient un petit peu au devant de la scène, j'allais dire médiatique, a lancé une main tendue à Laurent Wauquiez, le futur président des LR, et très ultra favori pour le coup. Et la question qu'on se pose, est-ce que Laurent Wauquiez, sur bien des sujets, sur une grande ligne générale, en tout cas ils sont extrêmement proches, Wauquiez est une droite dure, limite extrême d'ailleurs, Marine Le Pen, vous connaissez. Est-ce qu'il doit accepter donc cette main tendue? Alors c'est très particulier, je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on fait des questions. Sur Twitter, vous êtes 50% à dire oui, 50% à dire non. Voilà. En l'occurrence sur Facebook, c'est 36% oui, 64% non. Voilà, vous continuez donc de En fait, répondre c'est le à jeu cette de la question. chaise musicale là. Ouais. On a quoi, Philippot? On a des élections municipales, bon même si c'est dans quelques 3 ans, mais on a ça se profile à Philippot, c'est l'horizon. ça, qui quitte le Front National Ouais. et qui songe à rejoindre Mélenchon, c'est ça? C'était ça le truc? Enfin, il songe pas à rejoindre Mélenchon, il a dit qu'il C'était une il ne serait pas improbable de pouvoir travailler sur des Voilà. sujets, voilà. Et là ils ont demandé la fermeture des comptes du Front National. Oui, Ok. oui, exact. Et de l'autre côté, on a Le Pen qui tend la main, en même temps Wauquiez. Bon, ça Alors, sonne est-ce un qu'il petit doit peu. l'accepter, cette main tendue? Alors pour nous en tant que citoyens, ça nous montre déjà que vu qu'il y a une proposition et que déjà il y a eu une discussion par rapport à ça, que juste ça frôle l'idée des gens.
ça prouve que Wauquiez, il est pas si propre que ça. Il est un peu radical aussi dans son idée, qui se rapproche le plus de l'extrême droite. C'est pas anodin. Oui. Donc pour moi, je m'en fous qu'ils se mettent ensemble ou pas, ça me changera rien. Mais voilà, moi c'est surtout le Front National qui est en train de couler, avec justement la fermeture de leur compte. Philippot, qui était quand même une bonne image du Front National et qui a apporté une grosse part d'électorat, surtout dans la jeunesse et dans les LGBT, homosexuels et compagnie. Je pense que c'est une grosse perte pour le Front National, et l'intérêt il est plus de leur côté à eux. Laurent Wauquiez, il a su acquérir aussi une part d'électeurs, mais à lui seul. Pas au nom de son parti, alors que Marine Le Pen, c'est plus l'image du Front National qui lui apporte sa part électorale. Donc moi je trouve que le plus intéressant c'est pour qui? C'est pour Marine Le Pen. Et puis le débat d'entre deux tours a vraiment été pour elle une véritable cassure avec ses militants. Ouais, puis c'est surtout que c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est on va dire ces partenariats, ces échanges de bons procédés entre le Front National et la droite. On a déjà vu ça. Ils sont sur des listes communes, donc il y a rien de. Bon, en tout cas, vous répondez à cette question, bien sûr, sur France Maghreb 2, sur la page Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter. Donc 50-50, c'est sympa. Tiens, donc c'est un avis très partagé. Moi, je serais tenté de dire oui, il devrait l'attendre, puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de rapport entre les deux. Donc ça permettrait comme ça d'éclaircir un petit peu les choses, quoi. Voilà. C'est clair. Ouais. Après, il faut pas oublier qu'il y a des échéances, comme disait tout à l'heure, municipales en 2020, et que le Front National a beaucoup de mal à effectivement s'implanter sur la scène locale. Ils ont effectivement quelques maires, mais ça reste très minoritaire, et ils souhaitent peut-être en faire davantage. Mais c'est vrai que Marine Le Pen commence peut-être à être un problème au sein même du parti, et d'ailleurs on murmure que Marion Maréchal Le Pen pourrait revenir en grande pompe avant les échéances 2022. Ça, c'est pas exclu. C'est clair. Et elle, c'est encore plus dur que Marine. Attention, elle est très dure. Très dangereux en tout cas. Mais physiquement, en tout cas, elle paraît plus sympathique, etc. Plus agréable, voilà, plus agréable. Ouais. Et c'est ça. Ça leur suffit aux Français de voter pour elle. C'est ça qui est terrible. Et justement, c'est ça le danger, exactement. Ouais. Voilà, c'est le danger qui guette. Bon. Donc je vous rappelle également ce qui s'est passé ce matin, parce que vous allez certainement pas en entendre parler sur les chaînes d'infos en continu et compagnie, puisque c'est un drame. Bon, évidemment, ça concerne le Nigeria, donc tout le monde s'en tape. Malheureusement, 50 morts ce matin dans un attentat d'une voiture piégée devant une mosquée. Donc pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porte la marque de Boko Haram, qui a quand même fait des milliers de morts depuis quelques années, là aussi sous un silence impressionnant médiatique. Voilà, ça s'est passé devant une mosquée ce matin au Nigeria à l'heure de la prière. Donc forcément il y avait du monde, et forcément ça a fait un véritable carnage. Alors, musulman, première victime des groupes terroristes. Bien sûr, faut le rappeler. Ça, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais faut le rappeler. Moi, je suis peut-être bête, mais j'ai du mal à comprendre comment un groupe qui se revendique genre islamiste et qui met une voiture piégée devant une mosquée, je comprends pas trop. C'est pas du tout pertinent, mais c'est surtout que dans leur croyance, ils les considèrent même pas comme des musulmans. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et c'est le même système des sectes, même ici en France. Parmi les musulmans, t'as différentes aussi sectes. Et dans je vais pas la citer, pour éviter, d'autres polémiques. Clairement, si tu ne penses pas comme eux, tu n'es pas musulman. Ouais, du coup, ils peuvent te traiter comme France bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. D'accord. Voilà. Bon. Et donc ils te traitent comme un non-musulman, parce qu'il y a le statut du musulman et du non-musulman. Ouais. Voilà. Après, c'est pas propre à notre religion. Non, dans toutes les religions, il y en a. Sauf que, effectivement, il est de bon ton de mettre en avant. Voilà. Ouais. Absolument. Bon, on va parler d'un sujet extrêmement grave là aussi, messieurs, dames. Vous vous souvenez évidemment, il y a 2 ans, de la photo de Ilan, un jeune garçon syrien d'origine kurde retrouvé mort sur la plage de Turquie, qui avait ému la communauté internationale à l'époque. Encore une fois, il faudra les images de CNN pour diffuser il y a une semaine, montrant des humains réduits à l'état d'objets en Libye pour faire réagir l'opinion publique et les pays européens. C'est un nouvel épisode qui illustre la tragédie, bien sûr, quotidienne des personnes sur le chemin de l'exil, se produisant au quotidien et en silence en Libye et sur les côtes méditerranéennes. Plusieurs ONG ont pourtant alerté régulièrement d'ailleurs sur le sort des exilés. Ce marché aux esclaves mis en lumière par la chaîne américaine avait déjà été dénoncé par l'Organisation internationale pour l'immigration. Le 11 avril dernier, elle publiait un rapport sur ce phénomène avec des témoignages de jeunes Africains. C'est absolument dramatique les images que l'on peut voir, Nadia Hossein, depuis effectivement la diffusion de ce reportage. Alors, première réaction d'abord, Nadia.
Bien sûr que c'est dramatique. C'est des images qui sont insoutenables. Moi, je ne peux pas les regarder. Plus de quelques secondes parce que effectivement ça me peine. Et puis il y a aussi autre chose. Je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, la traite des êtres humains est en pleine expansion dans le monde. Là, on a parlé de la Libye, c'est le cas de la Mauritanie, c'est le cas même en France. Il y a des êtres humains, oui, qui sont réduits à l'esclavage. Donc, on appelle ça l'esclavage moderne. Effectivement, c'est pas les mêmes photos que l'on verra, mais c'est dans des mêmes conditions, c'est-à-dire l'absence de volonté, la contrainte, des traitements humiliants et dégradants. Donc voilà, ce qui se passe en Libye, une fois de plus, c'est la forêt, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Organisation internationale du travail estime à un peu plus de 2,5 millions de victimes dans le monde. Donc ces images, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off avec Houssine, je vais le laisser poursuivre, elles nous rappellent aussi ce qui se passe dans les Émirats. S'agissant de cette fois-ci de travailleurs venus d'Inde. Alors, il faut savoir quand même, et c'est bon de le rappeler parce que quand tu disais c'est pas d'aujourd'hui, effectivement, il y a même quelques mois d'ailleurs, il y a eu des alertes de lancer à l'image de cette lettre de MSF aux gouvernements européens. C'était en septembre dernier, un document qui sera accompagné quelques temps plus tard par le témoignage du chef du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR en visite surprise à Tripoli le 21 mai 2017. Il y avait rencontré des migrants dans un camp de détention et s'était dit choqué de leurs conditions de vie épouvantables. En septembre 2017, la présidente de MSF, donc internationale, avait également alerté sur les conditions infernales donc des centres officiels de détention en Libye où s'entassent les migrants. Donc les migrants qui sont interceptés par les gardes des côtes libyennes. Les gens, ils sont tout simplement traités comme des marchandises, disait-elle, donc prêtes à exploiter. Donc c'est ce qu'elle avait déclaré. Mais Médecins sans frontières avait également adressé une lettre aux gouvernements européens. Dans celle-ci, donc, l'organisation fustigeait la politique migratoire, rendant possible et faisant perdurer les conditions épouvantables des migrants africains, donc guidés par l'unique ambition donc de maintenir ces gens-là donc à la tête, donc de maintenir ces gens hors d'Europe, voilà, pour être tout à fait complet. Une lettre donc qui avait été envoyée au gouvernement européen sans aucune, j'allais dire, information ou traitement d'information des médias. Pour le coup, il a fallu attendre des images de CNN, quoi, aussi. Ouais, c'est totalement tragique et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Du coup, là, pour le coup, CNN, ils ont fait du très bon boulot. Ça, on est d'accord. Et franchement, c'est tragique, ça a choqué plus que la France, toute la terre entière. Et c'est heureusement que ça a choqué la terre entière, que c'est pas passé comme une lettre à la poste d'une manière insignifiante pour les gens. Non, ça a marqué tout le monde en dehors de la communauté noire, en dehors de la communauté arabe. Et bon, j'espère que en France, le plus grand danger, c'est la division. Moi, j'assume mon discours. Mon plus grand combat, c'est la paix entre les communautés. Il y a une grosse lutte des classes sociales, des classes économiques qui existent dans le monde entier. Il y a des castes, il y a plein de choses dans le monde qui existent. Moi, je lutterai toujours contre ça en tant qu'être humain. Toujours en tant qu'être humain. J'ai vraiment du mal à me considérer en tant qu'arabe parce que pour le coup, ce qui se passe en Libye, je tiens à le dire, je me sens plus proche de l'oppressé que de l'oppresseur. Donc voilà, je me trouve légitime pour me mettre du côté de la victime plutôt que de celle du coupable. Je n'ai pas assumé les actes de personnes immorales et pire qui ont des manières pires que des animaux. Donc voilà, la Libye, c'est un État qui est dans un chaos total. Depuis plusieurs années maintenant. Ce qui se passe en Libye, moi ça m'a choqué, mais franchement je me dis que il doit se passer encore pire que ça là-bas, toujours envers une communauté peut-être noire sûrement. En tout cas, le plus important, c'est que c'est les personnes les plus démunies qui arrivent et que des personnes qui ont du pouvoir profitent de ces démunis. C'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs, souvent dans des pays arabes, malheureusement. On a déjà vu des images sur YouTube de Saoudiens ou d'Émiratis qui avaient des Indiens ou des Asiatiques qui travaillaient pour eux dans leur pavillon, où on les voyait les frapper. J'ai déjà vu des images comme ça et je ne doute pas que ça existe réellement et
encore plus que ce qu'on pense. Pour moi, c'est de l'esclavagisme aussi. C'est des personnes qui viennent de leur pays à des centaines, voire des milliers de kilomètres, qui sont payés une misère par mois. Donc pour moi, ils sont achetés d'une manière esclavagiste et ils travaillent chez eux comme des chiens et en plus ils se font frapper. Donc pour moi, ouais, l'esclavagisme, aujourd'hui, en 2017, c'est une affaire internationale. Il faut s'en occuper, il faut que ce soit une priorité pour tout le monde. Donc plusieurs ONG, je disais, la lettre de MSF, mais il y a également une complicité relevée par Myriam Fanon, donc présidente de la fondation France Fanon, qui déclare au Muslim Post que des États comme la France et l'Italie signent des accords avec les milices libyennes. Ils leur donnent l'argent pour gérer ces flux migratoires, mais surtout pour envoyer les migrants et les repousser des frontières hors de l'Europe. Voilà, ça c'est un point. Donc on pointe du doigt parfois le Cuba et la Russie sur ce domaine-là, mais pour des défaits beaucoup plus graves, on laisse la Libye plutôt tranquille parce qu'elle sert donc de vitre migratoire, enfin où on accueille justement ces migrants, on les traite mal. Les pays européens sont-ils, c'est la question que je vous pose, responsables et en particulier la France, puisqu'on le sait. Pour ce qui concerne la Libye, vous vous souvenez évidemment de comment ça s'est passé. C'est la France et Nicolas Sarkozy avec son ministre des Affaires étrangères officieux à l'époque, Bernard-Henri Lévy, qui était là-bas à Misrata en train de pour la télé française en train d'alerter de la condition dont le peuple libyen était traité par le colonel Muammar Kadhafi. On rappelle juste quand même, pour être tout à fait complet, pour être précis aussi, que les Libyens, certes, n'avaient pas forcément le droit de parler de Kadhafi et du pouvoir, mais étaient extrêmement bien traités. Ils avaient de l'électricité gratuite, ils avaient la possibilité d'aller pour les étudiants faire des études à l'étranger, c'était payé par l'État. Enfin, visiblement, il n'y avait pas une grosse révolte. Alors une révolte qui a été évidemment montée dans certaines tribus, parce que c'est un pays qui contient beaucoup de tribus. Et voilà comment on en est arrivé à déstabiliser un pays et à en faire un no man's land complet. Nadia, aujourd'hui en Libye, c'est une anarchie totale. Moi, j'attends la déclaration de BHL pour condamner ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Ça me tendrait pas qu'il le fasse. Pleurer cette traite des êtres humains qui se déroulent sous nos yeux. Donc moi j'ai hâte de l'entendre. Puis je sais qu'il oserait, en plus de ça, le faire sans aucun problème. Mais après, il faut aussi lire les rapports, par exemple, d'Amnesty International. Ouais. Ça fait des années que justement Amnesty International essaie de mobiliser et l'opinion publique, les pouvoirs publics sur cette traite des êtres humains. Moi, je suis tombée d'ailleurs sur un rapport Mauritanie 2016, donc il est très récent. On a un homme qui s'appelle Amadou Tidjane Diop, qui a 47 ans, qui est vice-président de l'organisation anti-esclavagiste IRA-Mauritanie. Donc c'est une initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Il a été condamné à 15 ans de prison par la cour criminelle de Nouakchott-Ouest, la capitale de la Mauritanie, parce que justement il était en train de manifester pour dénoncer ces nouvelles formes d'esclavagisme au sein du pays. Aujourd'hui, il est encore en détention. Ouais. Alors il y a un autre problème qu'il faut soulever aussi. Donc on rappelle qu'il y a une manifestation qui s'est improvisée un petit peu samedi, rassemblant à peu près 1000 personnes. Ça s'est un peu mal terminé puisqu'ils ont été gazés pour quelques-uns d'entre eux par la police. On va rappeler par exemple là aussi l'importance des réseaux sociaux et de ce que l'on peut y lire depuis justement que l'on connaît, que CNN a diffusé cette vidéo et que les médias et que l'opinion publique donc soit choquée par ce que l'on a pu voir. Les réseaux sociaux entre arabes et noirs, c'est devenu du grand n'importe quoi. Ouais. Il y a peut-être un appel important à lancer là-dessus. Oui, pacifier les relations entre noirs et arabes. Enfin, je veux dire, en tout cas pour la responsabilité, en tout cas dans cette traite-là, c'est celle qui incombe aux Libyens. Je veux dire, on n'est pas libyens, on n'a pas non plus à se désolidariser d'eux parce qu'on ne se considère même pas comme. Il aurait fallu déjà partager les mêmes idées, les mêmes opinions et avoir un centre d'intérêt commun pour à un moment donné se désolidariser de quelque chose. Donc cet appel aux Arabes de se désolidariser ou de dénoncer, bien évidemment, on le fait comme pour les Palestiniens en Israël, comme pour les Rohingyas en Birmanie, on le fera pour les Noirs en Libye. Mais on ne doit pas convoquer notre arabité pour condamner ce genre de choses, comme il le disait tout à l'heure Houssine. C'est en tant qu'être humain qu'on le fait.
Voilà. Donc, moi j'en ai marre de ces injonctions là en fait. Alors justement pour parler de ça aussi, t'as peut-être vu comme moi, comme nous tous, donc ces propos absolument racistes qui peuvent fleurir sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Depuis qu'on connaisse ce problème, quoi. Ouais, il y a eu des propos racistes, etc. Moi, je préfère les minimiser pour essayer d'avancer, pour aller de l'avant, parce que je sais qu'aussi dans la communauté, dans les deux communautés, même chez les Arabes, il en faut peu aussi. Dans la communauté maghrébine, pour s'enflammer, pour jouer sur l'émotionnel et compagnie. Moi, j'appelle toujours à l'union, je le ferai toujours. C'est n'importe quoi. On a tous grandi de la même manière. Quand l'autre personne souffre, je souffre aussi. Encore une fois, moi, je me sens toujours plus proche de l'opprimé que de l'oppresseur. Et vraiment, sur ce coup-là, j'arrive pas à me sentir concerné par le cas du coupable. Et vraiment, moi, je voudrais pousser la question plus loin. En fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant et quelles sont les actions qui vont être menées maintenant que tout le monde dans le monde entier sait ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des forces qui existent étrangères à part les forces libyennes qui sont sur place? Est-ce qu'il y a des personnes qui se révoltent sur place et pas seulement dans les pays extérieurs comme en France? Parce que je pense qu'en Libye, il y a quand même c'est un no man's land certes, mais c'est pas la guerre civile non plus. Je pense qu'il y a des forces extérieures ou des commissions de l'ONU ou d'autres commissions qui peuvent aller sur place. Déjà d'une poser des questions à CNN sur les lieux où ils ont trouvé ça, sur les personnes qu'ils ont interrogées pour pouvoir poursuivre leur enquête. Parce que si CNN ils ont passé un pacte de silence par rapport aux informations qu'ils ont eues sur ce cas-là, c'est que c'est très grave. On est quand même sur un cas d'esclavagisme grave en 2017 et CNN ne peut pas se taire. Donc voilà, il faut travailler, aller sur le terrain, déjà arrêter les personnes qui sont vraiment coupables de ça et puis remonter la filière. Je pense. Existe-t-il réellement, je vous pose la question ouvertement, existe-t-il réellement un raciste arabe anti-noir? Oui, il existe. Il n'est pas institutionnalisé non plus. On va pas. Enfin, je veux dire, là, on met le cas de la Libye à côté. Je veux dire, là, on parle vraiment du cas français. Effectivement, oui, chez certains Arabes, on peut entendre des propos qui dénigrent les Noirs, mais de l'autre côté aussi. Moi, j'ai des amis renois, ils méprisent aussi les Arabes. Enfin, je parle surtout de leurs parents. On parle pas effectivement, comme disait Hossein, on a grandi ensemble, donc c'est juste qu'on parle beaucoup du racisme anti-noir quand il est le fait des Arabes, mais il y a aussi un racisme anti-arabe dans des populations noires. Et pour continuer, il existe un racisme anti-arabe chez les Arabes, un racisme anti-noir chez les Noirs. Oui, le racisme arabe envers la négrophobie chez les Maghrébins, faut le dire clairement, c'est aussi, il existe. Encore une fois, je minimise la chose parce qu'on a plus de points communs et de choses à créer ensemble et qu'on a créé ensemble que l'inverse. On vient du même continent, on a par la couleur de peau, il y a beaucoup de choses qu'on partage comme la culture religieuse, etc. Entre autres, ça existe. Des deux côtés, comme a dit Nadia, même si du côté maghrébin il est plus percutant et moi je me reconnais pas chez eux, je me reconnais pas dans ce discours-là. J'ai déjà entendu des discussions et j'arrive pas à me coller à ça, au contraire ça me dégoûte. Et puis voilà, il existe comment le faire. Moi ce que je pense c'est que c'est beaucoup dû à quelques jaloux, quelques frustrés. Souvent le racisme ça passe par ça, même chez les blancs envers les autres, même chez les Français de souche envers les autres, c'est souvent un racisme de jalousie, de frustration parce que tu as ça, que ça m'appartenait, etc. Ou bien plus de droits. C'est beaucoup de jalousie, beaucoup de frustration chez les Maghrébins, je pense. Enfin, si je peux me permettre, permets-toi Nadia. Merci. C'est qu'en fait j'ai l'impression que cette histoire aussi c'est un peu un écran de fumée parce que là se pose la question partout. Oui, est-ce que les Arabes vous reconnaissez quand même qu'il y a une négrophobie chez vous, etc. Mais je veux dire, même si elle existe et des deux côté, le racisme dans les deux communautés, on n'est pas nuisibles les uns et les autres, on ne se discrimine pas. C'est dans le propos et l'idée. Pas, je sais pas, quand tu vas au Maroc ou en Algérie, non, mais là, moi, je regarde, là, je parle vraiment de la France. Ouais, là où, en tout cas, on peut être d'accord, et il y a un consensus, le racisme envers les Noirs et les Arabes, il est le fait des Blancs. Pardon de le dire, mais je veux dire, ceux qui aujourd'hui bénéficient de certains privilèges et nous discriminent dans le logement, au travail, les délits de faciès, etc., ce sont les Noirs et les Arabes qui en sont victimes. Ce que je voulais dire par rapport à ça, je comprends ce que dit Nadia.
Ce racisme-là, il commence à être impactant même chez nous. Pourquoi ? Parce que les Maghrébins et les gens de la communauté noire en France commencent à prendre des places, décisionnaires, des places décisionnaires dans les services des logements, des places décisionnaires aux ressources humaines, dans beaucoup de postes, etc. Et donc eux-mêmes, ils peuvent impacter de par leur racisme sur la personne qu'ils vont recruter pour un logement, pour un emploi, etc. Par exemple, si un Maghrébin se retrouve aux ressources humaines et qu'il a une certaine il est raciste un petit peu ou il a des stéréotypes, il pourra ne pas employer un noir parce qu'il aime pas ça ou qu'il préfère prendre quelqu'un d'autre à sa place. Bon, Abdel, ne bouge pas, on est de retour juste après la pub, après tu pourras nous donner ton avis, d'accord Abdel ? Ok. Abdel qui nous appelle de Saint-Denis, vos appels 01 40 33 9000, on recevra dans quelques minutes le maire de Stein, Asdine Taibi, pour parler d'une grande soirée le 1er décembre prochain à propos de cette manifestation Solidarité 93 Palestine, et on parlera avec lui un petit peu parce que ça tombe bien, c'est la rencontre des maires de France là aussi en ce moment. Ouais. D'ailleurs on lui demandera s'il va y aller, quel message entend-il faire passer, et il avait eu d'ailleurs à son initiative une manière un peu particulière en matière de théâtre je crois, et puis en mettant des lieux de la ville aux enchères pour dénoncer les coupes budgétaires faites et réservées aux communes. Donc on en reparlera avec lui dans un instant, ne bougez pas, et puis on fera un petit tour aussi du côté de Mantes-la-Jolie parce que les médias n'en parlent pas et pourtant il y a des émeutes tous les soirs depuis la semaine dernière. Le grand forum avec Nadia Lazouni et avec Osinras, ils sont là, et il y a Abdel qui attend patiemment. Abdel pour donner son avis évidemment sur ce qu'on a évoqué précédemment avant la pub. Je vous rappelle simplement la question aussi que l'on vous pose aujourd'hui. Après la main tendue par Marine Le Pen le week-end dernier pour évidemment travailler en collaboration avec Laurent Wauquiez, doit-il accepter cette main tendue? Laurent Wauquiez, vous étiez tout à l'heure 50-50%, donc 50% oui, 50% non sur Twitter, 36% oui, 64% non sur Facebook, France Maghreb 2, pour voter bien sûr, et sur Twitter, LGF officiel. Abdel de Saint-Denis, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour Abdel. Alors, on vous écoute Abdel. Bonjour. Alors, en fait, moi je suis un peu triste sur deux petits points. Du premier point, du fait que vous abordez ce sujet que maintenant, alors que ça fait quand même plusieurs jours qu'on sait ça. D'une, et de deux, de dire que les Arabes seraient potentiellement racistes, parce que là, il y a ce problème-là, ce gros problème en Libye. Mais vous pensez vraiment qu'ils vendent ces humains-là, ils les vendent parce qu'ils sont noirs ou parce que c'est des migrants qui passent par là et qui profitent de ça? D'une. Et de deux, il y a aussi eu un gros problème d'esclavagisme avec en Syrie ou en Irak, quand on sait que ces terroristes, ils se revendaient des femmes ils les prenaient pour des objets sexuels, ça n'a offusqué personne. Donc je comprends pas ce qu'on nous demande à nous, Arabes, en voulant dire, oui, vous êtes potentiellement racistes. Non, moi, pas du tout. Et j'adhère pas du tout à ce discours. En tout cas, c'est pas le nôtre, hein. Ça n'a pas été notre discours. Exact, ouais. Justement, quand on parlait. Mais non, mais je sais pas si c'est vous, madame. Vous avez dit oui, il y a du racisme. Oui. Ah oui, il y a du racisme. Moi, monsieur, j'ai ramené ça d'ailleurs. J'ai ramené ça au cas de la France. Une fois de plus, je parle pas de ce qui s'est passé en Libye, parce que maintenant la question se pose de la négrophobie au sein de la communauté arabe, même française. Donc je dis oui, faut le reconnaître entre nous. Effectivement, on a déjà entendu des insultes envers les Noirs, et j'ai aussi nuancé mon propos. J'ai dit que chez les Noirs aussi, il y avait un mépris des Arabes. J'ai dit des deux côtés, on avait chacun des préjugés vis-à-vis de l'autre. Ça a été mon propos, et je le maintiens. Ouais, mais entre préjugés et racisme, ça fait. Abdel, on va se mettre d'accord, Abdel. Et il faut aussi dénoncer d'où qu'ils viennent le racisme. On sait très bien que les migrants aussi sont extrêmement maltraités au Maroc. On peut le dire ça ou pas? On n'a pas le droit. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'en Algérie, il y a des Noirs qui ont été interdits d'entrer dans les bus? Ils sont maltraités pourquoi? Parce qu'ils sont noirs ou parce que ils sont sans défense? Eh ben, il y a les deux. Il y a les deux. Je peux répondre moi pour ma part. Pour répondre à ta question, déjà d'une, on se rejoint sur plusieurs points, et c'est ce qu'on a développé à l'antenne. C'est peut-être qu'on s'est mal compris. De deux, quand on parlait de racisme, on n'était plus sur le cas de la Libye, mais on a fait une généralité sur la France et la communauté maghrébine, voire arabe en général. C'est vrai qu'il existe un racisme dans toutes les communautés. D'accord? C'est plus la xénophobie, la peur de l'autre, la différenciation avec la personne qui est en face de soi, marquer les différences plutôt de ce qui nous rapproche, ça existe. Et faut pas le nier, ça arrive souvent chez les Maghrébins comme dans d'autres communautés.
communauté de la critique de l'autre. Les Arabes, les Maghrébins et les Arabes en général aussi sont victimes toute la journée, toute la semaine de racisme de la part de plein de communautés, et ça aussi on le nie pas non plus. Et comme tu as dit par rapport au cas de la Syrie et l'Irak, nous on a préféré pointer du doigt le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite et plein d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas les seuls. Et oui, encore une fois, et j'appuie sur ce que tu dis et je t'applaudis, il y a beaucoup aussi sur une emprise d'une personne qui a du pouvoir sur des personnes qui n'en ont pas, des personnes qui sont démunies et qui sont à la recherche d'un meilleur lendemain. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est plus une volonté d'une personne qui a un besoin de pouvoir sur l'autre, et qui a plus de pouvoir et qui opprime l'autre qui est en face de lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je toi. vais aussi même aller plus loin, ce dont on a moins parlé dans les médias mainstream et qui pourtant aurait dû faire sortir les gens dans les rues, c'est les campagnes de stérilisation dirigées contre les Noirs en Israël. C'est juste dramatique. Oui, mais ça on n'en parle pas. On peut aller encore plus loin. Ce qui est une forme de torture et de déni d'humanité. Est-ce qu'on peut pas lier aussi ça dans certains pays africains où des personnes qui sont albinos malheureusement sont traitées aussi de sorciers, qui sont mis à l'écart, et que voilà, c'est une forme de racisme aussi, juste du fait de leur faciès et du fait qu'ils sont albinos, qu'ils sont atteints de cette maladie. Donc voilà. Voilà Abdel, un petit peu. Je voulais juste, oui. moi je suis français d'origine algérienne. Mais j'aimerais juste qu'on fasse la part des choses. Moi, des gens de couleur, il y en a plein dans mon quartier. Ils viennent chez moi, je vais chez eux, il y a aucun problème et j'en parle avec eux sans problème de ce truc-là. Mais moi, je me reconnais pas dans un Libyen ou dans un arabe C'était notre propos aussi. Exactement. Je me sens plus africain qu'autre chose. Donc ouais, bon, merci en tout cas, Abdel. L'Algérie, c'est en Afrique. Exactement. Bah oui, oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. Et pour terminer, j'ai déjà vu des personnes des noirs qui étaient plus clairs de peau que moi, donc voilà, j'ai ma part de légitimité aussi. C'est vrai que toi, ça. Oui, absolument. Merci en tout cas Abdel de ton appel. De rien, merci Abdel, à bientôt. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Bon. J'arrive pas à joindre monsieur le maire là. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà. Je lui envoie un petit message là, monsieur le maire. Monsieur le maire de Stein que nous devrions recevoir d'ici quelques instants en tout cas. Voilà, on pourra évidemment en reparler dans Libertad tout à l'heure puisque vous aurez la possibilité de nous appeler bien sûr tout à l'heure. On va changer de sujet. Peut-être qu'en attendant le maire, on va démarrer notre zapping si vous le voulez bien, avec un zapping qui est plutôt sympa tiens aujourd'hui, très éclectique en tout cas. Tiens, Raquel Garrido, est-ce que vous connaissez tous les deux? Oui. Oui. Bah, Raquel Garrido, va-t-elle être écartée de C8? La question se pose en effet parce que c'est une question sérieusement après avoir été hier soir invitée par Cyril Hanouna vendredi soir. Elle a préféré aller en fait sur Yann Barthès, donc de l'émission Quotidien. Cyril Hanouna hier a fait part de son agacement face à l'ex-femme donc qui a fait le choix, je le rappelle, d'aller sur TMC plutôt que sur C8, chaîne où elle est chroniqueuse chez Thierry Ardisson. Hier soir donc, Hanouna a tenu à remercier son invité d'être présent sur la chaîne qui l'emploie et a rapidement donc embrayé sur la présence donc de Raquel Garrido dans Quotidien vendredi dernier. On avait invité pour la spéciale, vendredi elle a préféré aller sur une autre chaîne, elle s'est fait virer de la France Insoumise. À mon avis, sur la chaîne, ça va arriver milliers de semaines. Le message est plutôt clair et la date de l'éviction est même annoncée clairement. Il reste plus qu'à patienter pour savoir si c'est une phrase balancée sous le coup de la colère ou une réalité. Affaire à suivre. Écoutez en tout cas cet extrait hier soir dans TPMP avec Cyril Hanouna. Puis Ahmed Silla, il est bientôt sur C8. Et ouais, avec la série Access, 20 épisodes de 26 minutes, ça va faire un carton. Et on n'a pas encore les images. Mais il va nous en dire plus. Ouais. Je viendrai ici en premier pour en diffuser des images. Je sais, moi, je vais te demander, je vais t'esquinter. J'ai pas le choix, on m'a dit t'es dans la chaîne, t'as pas le choix, t'es obligé de venir ici en premier. Je sais Baba, mais il y a quand même Raquel Garrido, on l'avait invitée pour la spéciale vendredi, elle préfère aller sur une autre chaîne. Hein. C'est pas parce qu'on est dans cette chaîne qu'on fait ce que disent les patrons. Hein. Ah c'est bon, je suis tranquille. Ah bah oui, elle s'est fait virer de là-bas, le parti politique. À mon avis, sur la chaîne, ça va arriver milieu de la prochaine. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, je sais pas si ça va arriver ou pas. En tout cas, c'était une espèce de petite menace quand même pour le coup là. Oui, mais c'est pour amuser la galerie, comme d'habitude. Enfin, je sais pas, mais il y a que moi qui, c'est téléphoné quoi. Toutes leurs répliques, c'est mise en scène. Pour moi, il y a rien de spontané. On aime la spontanéité chez Hanouna et dans son émission, alors que pour moi, tout est scénarisé. Enfin, j'y crois pas du tout quoi, ce truc-là. Bon, on va faire à suivre. Hein. On va faire à suivre pour savoir si Raquel Garrido va conserver son poste sur C8, donc dans l'émission d'Ardisson.
On va voir s'il a du pouvoir, le monsieur Hanouna, au sein de la chaîne. Déjà visé par une procédure d'exclusion du PS, Gérard Filoche va être la cible d'une plainte de Jacques Attali. A annoncé donc au JDD ce dimanche, il a annoncé avoir ce dimanche donc chargé ses avocats donc de déposer plainte pour incitation à la haine raciale contre Gérard Filoche, qui a posté, vous le savez, vendredi un tweet polémique jugé antisémite. Filoche a publié sur son compte Twitter un photomontage montrant une image d'Emmanuel Macron, les bras levés devant un globe terrestre, le bras orné d'un brassard rose ressemblant à un accoutrement nazi, et de la croix gammée, qui a été remplacé par le signe dollar sur front de drapeaux américains et israéliens, avec des photos de Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali. Ce visuel était accompagné de quelques mots: un sale type, les Français vont le savoir, tous ensemble bientôt. Hier soir, Gérard Filoche est venu s'expliquer sur la chaîne I24 News face à Anna Cabana, la présentatrice qui était très remontée contre Gérard Filoche, a haussé le ton face aux membres du PS et a fini par lui lâcher: soit vous êtes un imbécile, soit vous êtes un salaud. Il n'y a pas d'autre solution. À noter que hier soir, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête. Écoutez cette séquence hier sur I24 News. Question, est-ce que vous avez honte ce soir? Non madame, parce que je suis un combattant contre le racisme. Et donc je n'ai aucun problème, sauf sur un point. Ce soir-là, vendredi, pendant 40 minutes, j'ai par inadvertance laissé passer un tweet. Vous vous baladez par inadvertance, et dès que je l'ai su, madame, dès que je l'ai su, ne faites pas mon procès comme ça. Dès que je l'ai su, je l'ai retiré. Dès que je l'ai su, je l'ai retiré. J'ai essayé de comprendre. Et tout le monde a pu voir mes excuses. Avec Maurice Safran, on a même essayé de vous trouver des excuses en se disant que merci, vous devriez continuer à le faire, parce que peut-être que c'était la violence qui vous habitait, qui vous avait emmené là. Voilà ce qu'on a pensé. Vous dites que c'est même pas ça. Mais bien sûr que non. Alors c'est même pas la violence qui vous habite, qui vous a amené à faire ça. Je suis pas habité par la violence, madame. Quand on vous lit Gérard Filoche depuis des années. Quand c'est le cas du travail, c'est violent. Je ressens ça comme une brisure terrible. Vous avez absorbé tellement de violence pendant toutes ces années que vous en arrivez là. Madame, comme tous ceux qui souffrent au travail, qui sont licenciés, on a 6 700 000 chômeurs. Moi, je suis pour l'augmentation du SMIC. Je suis pour la retraite à 60 ans. Je suis pour les 32 heures par semaine. Si tous les anticapitalistes de France en arrivaient à mais madame, le capitaliste, c'est lui qui nourrit l'antisémitisme. Je vous répète, lisez le Goncourt. À ceux qui m'écoutent. Mais non, madame, on est honteux. C'est de la langue de bois. Je répète à ceux qui m'écoutent. Vous n'êtes pas troublé. Je répète à ceux qui m'écoutent, lisez le Goncourt. Lisez la façon dont les capitalistes ont mis Hitler au pouvoir. Et comprenez une chose, le capitalisme, c'est la compétition, c'est la concurrence, c'est la violence. Il faut une autre société. Il faut une autre société. Vous dénoncez le capitalisme juif, c'est curieux. Madame, faut une société de fraternité. Il faut une société où les richesses soient redistribuées. Non mais on le voit, la fraternité, c'est la fraternité. Manifestement, la fraternité vous anime, Gérard Filoche. Vous y revenez, mais je vous ai déjà dit ce qu'il en était. Je vous répète pour quelle société je lutte. Je lutte pour une société où les gens bénéficient des richesses qu'ils ont produites. Je ne veux pas croire qu'un homme féru d'histoire comme vous êtes. Je vous prends pas pour un imbécile, moi. Donc soit vous êtes un imbécile, alors écoutez-moi, madame. Soit vous êtes un salaud. Alors écoutez-moi, madame. La question clé, c'est aujourd'hui d'avoir une société où on distribue les richesses, où les gens puissent fraternellement ne pas chercher de bouc émissaire, ni bouc émissaire juif, ni bouc émissaire arabe. Voilà, Anna Cabana, donc journaliste aussi à BFM TV, très énervé contre Gérard Filoche. Je rappelle que le parquet a ouvert une enquête contre Gérard Filoche, donc par rapport à ce tweet jugé antisémite, un tweet qu'il a retiré évidemment rapidement et pour lequel il s'est excusé rapidement aussi. Et puis procédure d'exclusion en du cours, groupe PS. Ouais. Voilà. Donc pas de commentaires. Bah si, pour revenir au cas Patrick Drahi et Jacques Attali, parce qu'on a le droit sur cette chaîne de radio à s'exprimer. Oui, moi je trouve que Macron et les autres gouvernements qui sont passés auparavant, d'ailleurs aussi, ont beaucoup aidé ces personnes à accéder à leurs milliards d'euros, à leur pouvoir en France et dans d'autres pays. Moi, j'ai justement, par hasard, j'ai travaillé pendant longtemps pour Numéricable. J'ai vu l'arrivée, justement, le rachat du groupe Nous par Patrick Drahi et l'arrivée de son conglomérat Altis et compagnie. Et d'une autre manière, j'ai été coach en création d'entreprise pendant des années à la suite de ça. Et Jacques Attali, j'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai vu leurs projets se monter dans les quartiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la création économique dans les quartiers, elle passe par Jacques Attali. Le développement des banlieues et tout ça, elle passe par Jacques Attali. Et deuxième point, ces deux personnes-là, Patrick Drahi et Jacques Attali, ils partagent du business aussi en France, mais dans 2 autres pays, en Israël et aux États-Unis, où ils ont des entreprises et où ils les développent. Donc à un moment donné, oui, je suis d'accord, je suis contre cette image antisémite et liée la communauté juive à tout ça. Mais si un lien est fait économiquement entre Macron, Jacques
Jacques Attali, Patrick Drahi et Israël, à un moment donné, faut bien le dire pour de vrai. Faut savoir que SFR, en ce moment, le groupe à Patrick Drahi était à une dette de 51 milliards d'euros. Ils ont perdu plus de 11 milliards d'euros en bourse en quelques mois, sur un an. Mais c'est catastrophique. Dedans, il y a beaucoup de dettes de l'État. Beaucoup d'aide à Jacques Attali et à Patrick Drahi. Bon, bah, en tout cas, c'était le soir de son procès, hier, hein, Gérard Filoche, pour le coup, c'est le journaliste. Il a été courageux, de se pointer sur, oui, je serais pas allé, ouais, voilà, moi non plus, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Ouais. Pas par manque de courage, mais juste parce que j'ai pas envie, oui, puis en plus, pour avoir des débats ras la pâquerette, comme a dit. Tu vas sur une chaîne qui appartient à Patrick Drahi, en plus, faut oublier, alors que sur la photo que t'as tweetée. Ouais. Ah, il ose tout, hein, Gérard Filoche, pour le coup. Dans la séquence humour maintenant, Ariel Dombal qui a participé à Danse avec les stars, une émission que regarde absolument sans rien louper Nadia. Exactement. Voilà. Je sais même pas qui elle a très Ariel vite été Dombal. éliminée, Ariel Dombal, donc. Donc c'est la femme de BHL. Voilà, c'est ça. Lex. Ah, ils sont plus ensemble. Ah bon? Ouais, c'est son ex, bien sûr que c'est son ex. Il est avec une copie, là, il est avec une copie de Ah bon? Dombal. Ouais. Bon. Vous m'apprenez un truc, là. Ouais. Elle est en même temps, en tout cas, Ariel Dombal, chroniqueuse dans les grosses têtes sur RTL, une émission d'ailleurs qui nous fait face tous les jours. Et elle en a profité hier pour tacler les audiences. Maintenant que je suis parti, plus personne ne regarde. Eh oui, écoutez cet extrait hilarant, c'est pour ça que je l'ai mis dans la séquence humour, hein, pour le coup. Moi, je suis fan d'Ariel Dombal. Vincent Dombal. Qu'est-ce que vous aimez chez Ariel, Vincent? Bah, la danse. Première à Danse avec les stars, c'est... Elle a été au sommet. C'est ça. Est-ce que vous regardez, maintenant que vous n'y êtes plus, vous avez regardé ou pas? Non, je suis comme le reste des spectateurs. Maintenant que je suis partie, plus personne ne regarde. Voilà, plus personne ne regarde parce que Ariel Dombal a été éliminé, Nadia. C'est une catastrophe, non? C'est bien, elle a pas besoin de coach pour le développement personnel, hein. Elle se kiffe, donc j'envie cette estime de soi, voilà. Bon. C'est clair. Elle Voilà. ose. Oh, c'était pour faire elle ose rire, tout, elle hein. était pas sérieuse. Elle ose tout, Ariel Dombal. Je pense qu'elle a rigolé, en plus, Ouais. c'est une grosse tête. Ouais, en plus, une émission présentée par Laurent Ruquier, vous le savez maintenant. On va aller en Syrie maintenant, qui fera l'objet demain, d'un nouveau sommet tripartite entre la Russie, l'Iran et la Turquie à Sochi. Objectif, relancer la recherche d'un règlement politique à la guerre qui ravage le pays. La question est quelque peu évoluée depuis que vous savez que le régime a repris un petit peu l'avantage sur les rebelles et sur l'organisation Daesh. Et en amont, surprise, ce matin, Vladimir Poutine hier soir, a reçu donc Bachar el-Assad dans la cité balnéaire des bords de la mer Noire. C'était la première visite de l'homme fort de Damas à l'étranger depuis 2 ans maintenant. Visite restée secrète pour des raisons de sécurité évidemment, mais aussi pour sans doute soigner la mise en scène de ces retrouvailles entre Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. Le président syrien qui ne sera resté que quelques heures à Sochi, juste assez de temps pour remercier en tout cas son allié russe, et il a de quoi le remercier pour le coup. Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour vous transmettre la gratitude du peuple syrien pour nous avoir aidés à défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays. Et depuis l'intervention de la Russie il y a un peu plus de 2 ans, nous avons emporté de grands succès. Plusieurs régions de Syrie que nous avions été contraints d'abandonner ont été libérées des terroristes. Voilà pour les remerciements de Bachar el-Assad. De son côté, Vladimir Poutine a insisté sur la nécessité d'une solution politique au conflit syrien, une solution négociée entre le régime et l'opposition. C'est ce qu'il a rappelé Vladimir Poutine. La question principale, bien entendu, c'est la question du règlement politique pacifique après la défaite des terroristes et le règlement de la situation en Syrie sur le long terme. C'est pourquoi je souhaite discuter avec vous de l'organisation de ce congrès des peuples syriens que vous soutenez. En tout cas, Poutine qui entend donc être à la tête de cette négociation politique de l'après-guerre en Syrie, même si cette guerre, j'allais dire, est terminée, une autre se démarre sur le terrain. Quoi qu'il en soit, il a parlé donc à Bachar el-Assad hier. Il entend aussi parler au téléphone avec Donald Trump. Et donc engager cette transition politique avec la Turquie, l'Iran et donc la Russie. En l'occurrence, les pays européens, Kochi.
il y en a plus. La diplomatie européenne et française, eh bien, n'existe plus pour Vladimir Poutine. Il entend régler le problème tout seul, avec ses amis et alliés, donc en l'occurrence l'Iran et la Turquie. C'est un bon tour de force. C'est un bon tour de force pour Vladimir Poutine. Hein. Ouais. C'est une manière de revenir sur le devant de la scène, surtout avec un Trump inexistant ou assez rigolo sur le cas du Moyen-Orient. Donc je pense que c'est une bonne idée pour eux. Maintenant après c'est Erdogan, le fait que ce soit Erdogan et l'Iran qui soient autour, moi ce que j'ai aimé c'est le côté Bachar el-Assad avec l'opposition, c'est-à-dire si le pouvoir en place il arrive à négocier avec l'opposition, c'est le meilleur choix à faire, je pense, pour la population syrienne et pour que tout redevienne le plus vite possible dans l'ordre. Après, avec des pays extérieurs, il y aura toujours des failles, il y aura toujours des luttes dans le pays qui vont continuer, je pense, parce que voilà, chacun va tirer les intérêts. Ah bah oui, ça évidemment. Alors, ça c'était pour le zapping, bien sûr, c'est terminé pour le zapping. On n'a toujours pas de nouvelles du maire d'Austin, Asdin Taibi, qui devait être avec nous pour parler de cette soirée le 1er décembre dans sa ville. Donc, on continue à essayer de le joindre. Et mettre à l'honneur donc cette soirée, puisque c'est peu de villes qui organisent ce type d'événement, Solidarité 93 Palestine, une soirée donc pour soutenir les prisonniers palestiniens, à l'initiative donc de Asdin Taibi, le maire d'Austin. Il y aura, je crois, le père d'Elsa Lefort, Jean-Claude Lefort, absolument, et la femme de Marwan Barghouti. La femme de Marwan Barghouti, qui seront présents donc lors de cette soirée. Alors j'espère qu'on arrivera à le joindre d'ici 18h, le maire d'Austin, monsieur Asdin Taibi. On va filer du côté de Mantes-la-Jolie parce que peut-être vous n'avez pas entendu parler, c'est normal parce que personne n'en parle. Et pourtant depuis une petite semaine maintenant, il y a des émeutes chaque soir dans cette ville. En cause, un jeune homme qui a été interpellé par la police pour un simple contrôle d'identité, emmené donc au commissariat, et durant le trajet visiblement il aurait été victime de brûlures, puisqu'on l'aurait mis en fait aussi, dis-moi si je me trompe, sur un chauffage, c'est ça? Exact, un chauffage d'appoint dans le camion. Voilà, et il aurait ainsi été brûlé à la 2e et 3e degré, et il doit subir une greffe de la peau. Voilà où on en est. Du coup, évidemment, la jeunesse dans ce quartier s'est mis en colère et on a le droit à des scènes d'émeute chaque soir à Mantes-la-Jolie. Nadia, je suis sûr que tu n'en as pas entendu parler, c'est normal. Ouais. Personne n'en parle. Est-ce que qu'est-ce qu'il faut pour que on arrête maintenant avec cette hémorragie de violence policière, parce que Amal Bentounsi du collectif Urgence, notre police assassine, nous a dit vendredi dernier ici même qu'on en était pour la seule année 2017 à 22 morts. 22 morts. Ouais. 2017. 2 morts presque 2 morts par mois. Donc ça commence à faire beaucoup. Est-ce que là, la politique, alors on sait que Macron est parti en banlieue la semaine dernière pour lancer son grand plan banlieue. Est-ce que la première des choses dans son plan banlieue, c'est peut-être de remettre un peu d'ordre au sein des services de sécurité? Jamais. Il n'y a jamais eu un gouvernement qui a remis en cause les services d'ordre de l'État. D'ailleurs, il avait une déclaration qui disait qu'il fallait toujours regarder cette fermeté au sein de la police. Ça m'étonnerait pas. On avait déjà parlé, je crois, Christophe. Qu'est-ce qu'il faut? Pourtant, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant envers les personnes qui sont détenues, envers les personnes gardées à vue notamment. La Cour européenne des droits de l'homme a aussi pointé les conditions de détention dans les prisons. Donc, si maintenant le plus grand, on va dire, appareil, la plus grande, juridiction de droits de l'homme condamne et quand derrière la France ne prend pas de mesures, on n'est plus dans un état de droit. Enfin, comme le disait mon prof en droit public, me rappelle en première année, lui il appelait à la révolution, c'est un 68 art. Il a dit, et pourtant il nous enseignait le droit, ne croyez pas au droit et ne croyez ni aux politiques, ça se passe dans la rue. Ossine, alors tu l'as certainement vécu, toi, cette oppression de la police. Oppression de la police dans les quartiers, elle existe, bel et bien. Je l'ai vécu. Comment on l'explique d'ailleurs? Est-ce que c'est parce que ce sont des jeunes qui sont pas expérimentés que l'on met tout de suite sur le terrain et dans des situations à gérer qui paraissent compliquées? Il y a eu. Comment on l'explique tout ça? Il y a eu des interviews par Le Monde qui ont été faites là, je crois hier, à Mantes-la-Jolie dans ce quartier-là. Et puis il y a des jeunes qui expliquaient justement qu'avec les anciens policiers ça se passait mieux qu'avec les jeunes, sans rentrer dans le monde des bisounours non plus. Mais il disait justement avec les jeunes ils étaient un peu plus stressés, etc. Et peut-être que c'est comme ça que ça déborde dans les quartiers. Mais il relève aussi que ces jeunes de ce quartier du Val-Fouré disent que ils subissent une oppression de la police depuis un certain moment, plus grande, je veux dire depuis un certain moment, depuis la mort du commissaire.
ce qu'on avait qualifié d'attentat terroriste avec le jeune justement de leur quartier qui avait tué le commissaire et sa femme. Et donc depuis, ils disent qu'il y a des descentes de police incessantes qui arrivent souvent et où ils sont traités de négros, de bamboula, de salbico, etc. Faut savoir que Mantes-la-Jolie est un quartier, juste le quartier du Val-Fouré, c'est à peu près 20 000 personnes, avec une forte communauté marocaine. Ensuite, il y a les Mureaux aussi qui sont pas loin. Il y a d'autres quartiers, etc., d'autres villes qui sont assez grosses aussi. Mais le Val-Fouré, c'est pas aujourd'hui qu'il y a des conflits, que depuis aujourd'hui qu'il y a des conflits entre la police et la jeunesse. Sauf qu'ils se sont très enflammés. On peut voir des vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc., où on voit des jeunes avec des mortiers, la police avec des flashballs, etc. Donc les deux, c'est vraiment une guerre civile qui s'est passée ces derniers soirs dans le quartier. On compte les personnes du quartier, à peu près une centaine, et très très jeunes, entre 14 et 18 ans. Donc voilà, faut agir et pas seulement par la fermeté comme a dit Macron. Mais est-ce que le fait de voir ces jeunes effectivement qui peuvent être en colère, ils ont de quoi s'en prendre, j'allais dire, peut-être en brûlant des voitures, etc., aux membres de leur quartier, etc. Est-ce que c'est la bonne solution? Je comprends effectivement, mais pas forcément que c'est la bonne solution, mais c'est la seule qui leur arrive en tête et qui leur a mis à disposition. Je cite encore quelques articles sur lesquels je me suis renseigné, vous interviewez encore les jeunes, où ils disaient oui, pour nous ça sert à rien d'aller porter plainte, et c'est un fait qu'on retrouve dans tous les quartiers de France. Même contre la plus grande des injustices, ça ne s'arrive pas dans l'esprit d'aller porter plainte ou d'aller. On croit pas à la sortie positive d'une affaire où on porterait plainte, ça n'existe pas. Elle est souvent classée sans suite. Oui, Nadia. Après, oui, non, c'est pas la solution, mais c'est bien de les entendre. Malika Mansouri est l'auteur d'un livre très intéressant qui s'appelle Révolte au cœur de l'Hexagone. Et elle a sondé justement ces jeunes émeutiers qui brûlent émeutiers, le mot me gêne en tout cas, ces jeunes révoltés. Et il faut les entendre. C'est l'expression d'une colère, c'est l'expression d'un déni d'émotion, lorsqu'on brûle des voitures, lorsqu'on urine dans sa propre cage d'escalier, ça révèle quand même une profonde souffrance, un profond mal-être. Et puis c'est aussi un moyen pour eux, qu'on parle d'eux. Exactement. C'est ce qu'ils ont exprimé en tout cas dans les interviews. Affaire à suivre en tout cas, greffe de la peau quand même. Dans cette affaire, ce qui est intéressant surtout dans cette affaire en particulier, c'est que la police justement, je crois que c'était un des syndicats qui a reconnu justement qu'il y avait un chauffage défaillant dans le camion. Alors eux ils expliquent de leur côté que il y a eu un contrôle de police. Le jeune jeune de 27 ans, il explique par son avocat qu'il a été contrôlé avec sa voiture. Ils ont fouillé la voiture, ils y ont rien trouvé. Je crois qu'il avait pas ses papiers sur lui, donc ils ont demandé de le suivre au poste. Il dit qu'il a obtempéré. Eux disent le contraire, qu'il s'est révolté, qui s'est débattu, etc., qu'il y a eu outrage à agent. Sauf qu'il y a une vidéo qui aurait été révélée où le contrôle se serait super bien passé. Affaire à suivre, on a envie de dire donc, en appelant bien entendu au calme et que justice soit faite pour une fois. C'est la seule chose qu'on peut souhaiter. Évidemment. Dans un instant, on va filer au Maroc parce que là, on va parler d'une autre catastrophe qui s'est déroulée dimanche et visiblement le ministre de l'Intérieur a ordonné une enquête et il semble qu'il y ait des responsables locaux qui soient pointés du doigt tout de suite. LGF, le grand forum avec Ossidras qui est avec nous, avec Nadia Lazouni. Vous aurez plutôt commencé par Nadia si j'étais un peu plus galant quand même. Pas de problème, je ne me formalise pas. Ok, tu m'en veux pas. Non. Parfait. Jamais. Bon. Messieurs, dames, bienvenue à vous, c'est le grand forum avec cette question que je vous rappelle, à laquelle vous pouvez répondre sur Twitter, sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, à savoir est-ce que Laurent Wauquiez doit accepter la main tendue par Marine Le Pen ce week-end. Vous êtes assez partagés pour l'heure, en particulier sur Twitter. On fera un point complet tout à l'heure à la fin de l'émission sur la question à laquelle vous pouvez répondre, bien sûr. Nous sommes en ligne avec monsieur le maire de Stein, monsieur Asdine Taibi. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. On vous a invité pour éventuellement parler de cette soirée qui va se dérouler le 1er décembre prochain dans votre ville à Stein. Ça s'appelle 93 solidaires de la Palestine en soutien aux prisonniers palestiniens. J'avoue que c'est assez rare quand même de trouver un maire d'une grande ville qui plus est, Stein, qui organise une soirée pour soutenir les prisonniers palestiniens. C'est un sujet un peu tabou en France, monsieur Asdine Taibi. Alors c'est plus que tabou, mais je vous rassure, ce n'est pas la première fois que j'organise ce type de soirée ici à Stein. Ça fait déjà depuis que je suis maire en 2014 et puis bien avant, puisque j'étais
adjoint à la coopération. Donc ça fait déjà depuis quelques années que STA organise des moments à la fois culturels, mais aussi des moments de mobilisation, de solidarité en direction du peuple palestinien. Et depuis quelques années, j'ai été à l'initiative de la création d'un réseau, le réseau Barghouti, le réseau des prisonniers politiques palestiniens. Avec le maire de Gennevilliers, nous étions ensemble à cette initiative, à l'initiative de la création d'un réseau, pour venir en soutien et pour interpeller les pouvoirs publics concernant le sort des prisonniers politiques palestiniens, dont Barghouti fait partie. Et j'ai souhaité là donc le 1er décembre, donc dans quelques jours, vendredi 1er décembre, donc dans presque 15 jours, organiser une grande soirée de mobilisation et d'action pour en soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Donc c'est une initiative de STA, à mon initiative, mais avec un très large réseau d'associations, d'éducation populaire, de syndicats et d'organisations politiques plutôt bien à gauche qui ont souhaité participer à cette soirée. Alors à cette soirée, il y aura la présence de Fadoua Barghouti que j'ai déjà eu l'honneur de recevoir à plusieurs reprises à Stein, puisque son mari Maroun Barghouti est citoyen d'honneur de la ville. Voilà, je voulais comme le préciser. Donc Fadoua sera parmi nous, elle est avocate. Elle viendra en France dans quelques jours en espérant qu'elle obtiendra les autorisations officielles. En tous les cas, le Quai d'Orsay m'a assuré qu'ils apporteront leur soutien pour qu'elle puisse venir en France, et elle va entamer une série de rencontres, à peu près 29 rencontres un peu partout en France, dont celle qui sera, on va dire, la plus importante, ce sera à Stein, donc le 1er décembre. Donc voilà, ça va être un moment important. Il y aura évidemment toutes celles et tous ceux qui sont, je dirais, épris de justice et de droit, donc à la fois les associations, les habitants de nos quartiers populaires, Stein, mais pas que Stein. Il y en a beaucoup aussi à Sarcelles, à Garges, à la Courneuve, à Saint-Denis. Voilà, il y a des forces vives, des militantes et des militants qui se battent en tous les cas pour que le peuple palestinien et les prisonniers politiques palestiniens puissent retrouver leur dignité et puis en tous les cas obtenir un État digne de ce nom. Monsieur le maire, comment ça va se traduire concrètement? Ça va être une soirée, on va faire ça, une soirée débat, une soirée on va projeter des images, comment ça va se passer? Alors il y aura quelques courtes vidéos qui vont retracer un petit peu le combat, le travail qu'on mène pour les prisonniers politiques palestiniens. Il y aura bien évidemment des témoignages importants, des prises de parole. J'ai souhaité qu'elles soient aussi un peu courtes. En tous les cas, il y aura la prise de parole de Fadoua Barghouti. Alors évidemment, moi je vais ouvrir cette soirée. Donc il y aura Fadoua Barghouti qui prendra la parole, Patrick Le Yarrick, qui est député européen, fortement mobilisé sur ces questions depuis très longtemps et membre de la JPF, de l'association française des villes jumelées avec des camps de réfugiés palestiniens. Donc il prendra aussi la parole. Et puis d'autres invités. L'ambassadeur de l'autorité palestinienne qui sera présent ce soir-là prendra la parole. Et Jean-Paul Lecoq, qui est ancien député et qui est président du comité de soutien pour la libération de Salah Hamouri. Voilà, donc ça va être une soirée très forte, une soirée vraiment de soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Comme on a pu en faire, je me souviens étant très jeune, il y a une trentaine d'années, quand on exigeait la libération de Mandela et de tous les prisonniers sud-africains. Exact. Donc le faire à Stein et dans un quartier populaire comme le Clos Saint-Lazare, renvoie la question justement de la solidarité des quartiers populaires, et puis plus largement dans le 93, dans le 95. Je pense que c'est un sujet dont nos habitants sont très sensibles, le sujet de la dignité, du droit et du respect des peuples opprimés, et c'est le cas du peuple palestinien, quoi. Absolument, et depuis de nombreuses années d'ailleurs. Monsieur le maire, dites-moi, il y a un rassemblement des maires de France, là, vous n'y êtes pas en ce moment? Si, j'y étais passé ce matin et j'y retourne demain. D'ailleurs demain je participe à une émission de la chaîne parlementaire. Ouais. Et bon, évidemment faites gaffe, sur parce un autre sujet, j'aurai l'occasion de parler de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, mais j'ai prévu aussi
de rencontrer des maires sur place pour échanger avec eux et pour voir de quelle manière certains maires pourraient rejoindre le réseau Barghouti. Il y a actuellement à peu près une trentaine de villes qui sont dans le réseau Barghouti, donc dans le réseau des prisonniers politiques palestiniens, dont Saint et Gennevilliers ont fait partie des premières villes puisque nous avons été à l'initiative, et j'espère que d'autres villes vont rejoindre ce réseau extrêmement ambitieux, puisque nous souhaitons en faire un réseau à l'échelle nationale et de sensibiliser le maximum de maires sur la question des prisonniers politiques palestiniens plus précisément, et d'une manière générale sur la question du peuple palestinien. Donc j'espère que d'ici demain et après-demain, les rencontres seront fructueuses pour permettre à ce que d'autres maires puissent nous rejoindre. Monsieur Taïbi, alors vous m'avez au téléphone. Oui. Normalement, je devais pas être ici physiquement puisque je devais partir samedi en Palestine. Ouais. D'une part, j'avais demandé à rencontrer Marlon Barghouti en prison, et puis avec la délégation des Insoumis et des communistes, c'est ça. Voilà. Donc du coup, on a malheureusement pu nous rendre en Palestine puisque le gouvernement israélien a blacklisté une série d'élus dont je fais partie, et ils nous ont menacé que si on arrivait à l'aéroport de Tel Aviv, on serait directement refoulé. Ouais. Donc voilà. Monsieur Taïbi, une petite question. Démocratie du Proche-Orient. Oui, c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, bien sûr. Monsieur Taïbi, vous avez été un des maires aussi à utiliser un petit peu l'humour pour dénoncer les coupes budgétaires en vendant quelques lieux de votre ville aux enchères, et aussi en mettant en place une pièce de théâtre. Ça avait été très bien d'ailleurs. Tout à fait, merci. Alors cette coupe budgétaire là, concrètement, pour les gens qui comprennent là, cet après-midi, qui nous écoutent, qu'est-ce que ça engendre pour la gestion de votre ville aujourd'hui, Monsieur Taïbi? Alors ça a déjà eu un impact très très négatif, puisque ça a été près de 3 millions d'euros de coupes budgétaires que j'ai dû subir à ça entre 2014 et 2017. Ça, c'était sous le gouvernement précédent, sous le gouvernement de Hollande-Valls. Donc 3 millions d'euros, pour vous donner un exemple, c'est pratiquement le fonctionnement d'un centre municipal de santé sur une année. Donc c'était le cas à Stein. Donc, fort heureusement, je n'ai pas voulu fermer le CMS, le centre municipal de santé, mais c'est un impact extrêmement important, surtout pour les habitants, et surtout quand c'est des coupes budgétaires qui concernent des villes comme ça, des villes populaires où la population a évidemment de grands besoins. Et là, malheureusement, et j'aurai l'occasion de le dire demain et après-demain à l'arrivée de Macron au congrès des maires, malheureusement, on nous annonce encore une baisse extrêmement forte des dotations de l'État aux collectivités, près de 13 milliards d'euros sur les années à venir, c'est énorme. Pour ça va être à peu près 4 millions d'euros d'impactés en moins, donc c'est énorme. Alors si on ajoute à ça la suppression des emplois aidés, la baisse des APL, la baisse des crédits politiques de la ville, etc., le dédoublement des classes, là ça fait beaucoup. Je pense que là, comme je l'ai dit à Grigny, à l'appel de Grigny, là je pense une nouvelle fois, et c'est fort regrettable, la République a décidé de tourner son dos aux quartiers populaires, aux habitants des quartiers populaires, et donc j'aurai l'occasion en tous les cas demain d'exprimer de manière assez forte la colère des habitants de ma commune, mais pas que la mienne d'ailleurs, mais j'ai décidé moi en tant que maire de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, et de dire que là il s'agit vraiment d'une injustice. Il s'agit même pour moi d'une double peine. Là où on a besoin d'investir pour nos enfants, pour nos jeunes, que ce soit à l'école, dans la santé, dans les quartiers populaires, parce que c'est vraiment un défi de l'avenir, et qu'est-ce qu'on fait? On baisse les moyens. Et à côté de ça, on offre des cadeaux faramineux, des sommes, des milliards aux actionnaires du CAC 40. À l'ISF, on renonce justement à fortement taxer les plus grosses fortunes, et on vient taxer les collectivités comme Stein, mais c'est pas que Stein qui se battent pour apporter du soutien, pour apporter des actions fortes. Monsieur le maire, une question peut-être rapide de la part de Nadia Oudoussine. Non, moi je voulais juste remercier Azdine Taïbi. Bonsoir. Oudoussine. Voilà, je voulais juste dire bravo pour ce discours et le remercier pour sa présence au téléphone, et rappeler justement... Et je sais que tu seras là le premier, il n'y a aucun souci. Je serai là avec plaisir, avec beaucoup de monde. Ah oui, vous êtes assuré de sa présence, c'est bien. Ah oui, mais c'est aussi il vient régulièrement sur
nos initiatives et c'est toujours un très grand plaisir et je sais aussi tout le travail et toute l'action et l'engagement qu'il mène dans sa ville. Merci. Donc, Nadia, voilà, une question peut-être? Non, pas de question. Non. Bah, c'est bien. Nadia. Voilà, non, bonsoir, monsieur le maire. Et non, ça a été très complet. Voilà, je disais juste en off, effectivement, que clairement Macron menait une politique de droite, comme ça, quand on sucre autant. Exactement, voilà. Donc, j'aurai l'occasion de lui dire si il vient au congrès, puisqu'il a annoncé qu'il rencontrerait les maires certainement jeudi. Donc, voilà, ce sera peut-être pour moi. Eh bien, on rappelle évidemment votre présence ce soir, bien qu'il ne faille pas forcément de raison. Hein, c'est toujours un plaisir de vous parler, monsieur Taïbi. C'est gentil, bien sûr. C'est donc cette soirée que vous organisez en soutien aux prisonniers palestiniens ce 1er décembre à Stein dans votre ville. Une grande soirée donc pour dénoncer justement les conditions d'incarcération, pour aussi rappeler, et c'est utile, qu'il y a quand même des milliers de personnes qui sont enfermées dans les geôles israéliennes. Si on doit en citer évidemment deux importants, qui sont Marwan Barghouti, qui est le leader de la contestation palestinienne, et plus récemment, j'ai envie de dire pour la deuxième fois, Salah Hamouri, qui pour le coup qui est franco-palestinien, et on n'a pas l'impression d'ailleurs que la diplomatie française se bouge des masses pour obtenir sa libération. Quoi qu'il en soit, vous avez... On commence à avoir des signes, on commence à avoir des réactions intéressantes, mais bon, on attend des actes. On attend des actes, exactement. Merci monsieur le maire en tout cas d'être intervenu sur France Radio. Surtout, hein, merci Asdine Taïbi, donc maire de Stein, qui était avec nous sur France Radio. Oui, aussi. Rappeler que voilà, c'est le vendredi 1er décembre à partir de 19h à la Maison du Temps Libre, donc c'est au Clos Saint-Lazare à Stein. C'est facile d'accès, donc n'hésitez pas à y aller, c'est une très belle soirée. Vous aurez plus d'infos sur Facebook en tapant le 93 solidaire de la Palestine ou en se renseignant sur internet. Donc voilà. Merci en tout cas. Ça fait plaisir quand même de voir des maires qui ont un prénom d'origine et qui plutôt se défendent plutôt pas mal. Hein. Ah non, mais moi j'aime beaucoup les actions qui sont menées à Stein. Je te dis la vérité parce que moi j'ai vraiment tout le monde me connaît, j'ai une fermeture politique qui m'empêche de penser à la politique, les municipalités à les mettre en avant, etc. Moi je vois ce qui se passe à Stein, je connais la personne et franchement chapeau, et je suis très fier de mettre en avant des personnes comme ça. Il en faudrait plus. Oui, merci. Il y a aussi Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, qui avait organisé un dîner aussi à cette occasion pour soutenir la Palestine et il y a une mairie aussi qui soutient pas mal la Palestine, c'est la mairie, alors si je dis pas de bêtises, de Évry-sur-Seine. Possible. Moi, je connais surtout, et d'ailleurs, Patrice Leclerc fait aussi partie de cette liste d'élus déchus, interdits de territoire en Palestine occupée. Voilà. Avant de retrouver ton coup de cœur, ma chère Nadia, dans un instant, on va parler rapidement de ce qui s'est passé au Maroc pour apporter des informations complémentaires. Je vous rappelle que 17 personnes ont été tuées et 5 autres blessées le 19 novembre dans une bousculade lors d'une distribution d'aide alimentaire dans la région d'Essaouira. Le ministère de l'Intérieur a effectivement dépêché dimanche 19 novembre une commission d'enquête sur les lieux de la tragique bousculade qui a eu lieu donc à Sidi Boulaalem près d'Essaouira, qui a fait 17 morts et des dizaines de blessés encore, faut-il le rappeler. Une commission relevant de l'inspection générale de l'administration territoriale a procédé donc à une série de rencontres avec les autorités locales de la province d'Essaouira afin de faire la lumière donc sur l'ensemble des circonstances du drame. Plusieurs responsables locaux ont été entendus dimanche soir par la commission donc pour déterminer donc les éventuelles responsabilités comme le respect des normes de sécurité par exemple. Pour rappel donc ce tragique drame a eu lieu dans une bousculade d'une distribution donc d'aide alimentaire dans la région d'Essaouira. La bousculade a eu lieu qu'environ 800 femmes étaient rassemblées pour recevoir des paniers alimentaires sur place. Donc l'absence d'organisation a été pointée du doigt par une association locale. Selon les sources locales, le bienfaiteur donc à l'origine de la distribution des denrées alimentaires est un imam donc qui s'activait sous l'égide d'une association caritative jugée proche des islamistes. C'est ce que rapporte l'information. Le ministère de l'Intérieur donc a annoncé que le roi Mohamed VI avait donné ses instructions pour apporter l'aide et les soutiens aux familles nécessaires et aux blessés. Le roi a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes ainsi que les soins des blessés. Alors certains lui répondent sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais monsieur le roi Mohamed VI, ce serait bien de donner à manger aussi aux gens, parce que la pauvreté est de plus en plus importante, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, et la classe moyenne tente à disparaître au Maroc. Petite réaction peut-être face à ça aussi, Nadia?
Moi, c'était juste pour comprendre pourquoi on a précisé que l'un des distributeurs faisait partie d'une association islamiste. Oui, bah c'est marqué dans l'article, tu vois. D'accord, voilà. et ça change quoi? Bah, je sais pas. Ok. Alors, on est quand même au Maroc, donc c'est un peu normal. Je sais pas, on n'est pas offusqué en France que le secours catholique aide dans les denrées alimentaires. C'est précisé, après, chacun de se faire son idée, son opinion. Moi, je sais pas. En tout cas, moi, je voulais apporter tout mon soutien aux familles et vraiment au peuple marocain pour ce qui s'est passé, etc. Quoi. C'est vraiment, c'est une tragédie. C'est une tragédie qui est triste. Exactement. Les personnes démunies qui viennent pour se nourrir et qui terminent comme ça. Bon, on a encore beaucoup au destin et tout ça, mais bon, quand même, courage aux familles. Nadia, est-ce que nous sommes en ligne avec ton coup de cœur? Tout à fait. Nous sommes en ligne avec Madame JN Lazrak Toub. Tu peux raccrocher, voilà, tu raccroches le téléphone. Parfait. Bonsoir Madame. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir Nadia, bonsoir tout le monde. Bonsoir JN. Alors JN va nous parler donc du dîner, gala caritatif de l'ONG médicale UOSSM, au sein de laquelle elle travaille. Oui, je suis donc responsable de communication à l'UOSSM, donc l'Union des organisations de secours et soins médicaux. C'est une ONG en fait médicale française et internationale qui agit depuis 2011 auprès des médecins et des hôpitaux en Syrie. Ce sont tout simplement des médecins qui, à l'aune de la guerre en Syrie, qui sont eux-mêmes issus de la diaspora syrienne à l'international, en France, au Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, qui ont décidé de se soulever et d'aider leurs confrères pour sauver des vies face à la guerre, face aux victimes du conflit. Ça va se passer où, quand? Dites-nous un petit peu comment ça va se passer, ce gala justement. Alors aujourd'hui, la situation en Syrie c'est une crise humanitaire sans précédent. C'est la plus grande crise humanitaire au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'aide est très importante aujourd'hui pour soigner, sauver des vies sur le terrain. C'est uniquement grâce à l'aide humanitaire, comme des ONG comme la nôtre. Nous sommes l'une des 3 premières ONG sur le terrain en Syrie. Et donc nous avons besoin de soutien des donateurs privés et institutionnels pour pouvoir faire vivre nos hôpitaux, faire vivre les médecins qui puissent sauver des vies. Et donc ce dîner de gala fait partie de cet élan de solidarité qu'on a envie de mettre en valeur en France pour montrer que la solidarité et l'espoir existent toujours en Syrie, faire ce lien entre nous, Français qui vivons ici, et les médecins, les victimes du conflit qui ont besoin de notre aide. Donc c'est une belle soirée qui aura lieu le 25 novembre au Salon Vianney à Paris, non loin de Gare de Lyon, avec la journaliste Samira Ibrahim, journaliste de radio et télévision qui animera la soirée. Donc nous sensibiliserons le public présent à nos actions. Notre objectif, c'est vraiment l'espoir. Nous, ce qu'on a envie de redonner aux gens, c'est de dire que l'espoir est possible en Syrie. Nous, si on est là-bas, c'est pour faire revivre cet espoir, sauver des vies, et pas pour ressasser l'horreur qu'il y a sur place, mais essayer de voir une lumière dans cette sombre actualité. Et pour réserver sa place, Jian, ça se passe comment? Alors, pour réserver votre place, c'est sur gala.uossm.fr. Le tarif de la place permettra de financer les actions médicales sur le terrain, nos centres de santé, les cliniques mobiles, soigner les femmes et les enfants qui sont malades. Donc, on a Kamel le magicien qui sera là ce soir-là. Nous aurons le professeur Raphaël Pitti et le docteur Zied Alissa qui reviennent de mission humanitaire. La chanteuse Awali et le chanteur syrien qu'on appelle la Grande Voix d'Alep, Hanan Khairi, et un dîner gastronomique du chef Mohamed El Khaldi. Une belle soirée en perspective, donc 15 au 25 novembre. Dans quel endroit vous intervenez en Syrie? On intervient à travers tout le pays. En tant qu'ONG médicale, on est dans la neutralité humanitaire. Et nous, ce qu'on veut avant tout, en tant que médecin, c'est soigner les gens, où qu'ils soient, où qu'ils vivent. Peu importe leurs origines, leur religion et la situation. Ce qu'on souhaite tout simplement, c'est donner l'accès aux soins auprès des victimes. On avait notamment une petite fille, Taïba, par exemple, qui a âgé à peine de 3 ans et qui a été victime d'un bombardement, qui a perdu une personne de sa famille et qu'on a pris en charge dans notre hôpital. Et quand on voit maintenant le sourire de la petite Taïba, c'est ça l'objectif de notre ONG. Et cette soirée, c'est aussi pouvoir sauver d'autres Taïba.
Et grâce à vous, évidemment, il y a la générosité des donateurs, bien sûr, qui participeront donc à cette soirée caritative le 25 novembre à Paris, dans un très bel endroit que sont le salon Vianney à Paris. On rappelle peut-être, pour terminer, peut-être le moyen de pouvoir participer à cette soirée. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Dites-nous tout. Alors vous pouvez aller donc sur le site gala.uossm.fr. Vous trouverez toutes les informations ou sur notre page Facebook uossm.france. Très bien. Et notre site uossm.fr. C'est une belle soirée pleine d'espoir et qui sera l'occasion vraiment de découvrir ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et la guerre n'est pas terminée. Malheureusement, il y a toujours des victimes et nous avons besoin toujours de votre aide, de votre soutien. C'est le moment de donner, c'est le moment de soutenir en cette fin d'année. Merci beaucoup en tout cas et belle soirée en perspective en espérant qu'elle soit fructueuse, si vous voyez ce que je veux dire. Merci à vous et on compte sur tous les auditeurs pour venir nous rejoindre le 25 novembre. Merci beaucoup. Merci Allez, dans un instant, ne bougez pas, c'est le moment Libertad sur France Maghreb 2. J'ai mis un petit filtre anti... je vais rester correct, mais anti-imbécile. Voilà. Dès que vous entendrez ce truc, c'est dégage automatiquement. 01 40 33 9 pile dans un instant. On fait aussi le point sur la question. On va voir s'il a tendance à un petit peu évoluer. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, c'est le grand forum LGF jusque 18h, encore quelques minutes, donc Libertad, ça débute maintenant. 01 40 33 9000, Nadia Lazouni, Osinras sont là, yes. Vous pouvez les engueuler si vous voulez, faites-vous plaisir, enfin pas trop non plus, parce que je rappelle qu'il y a le détecteur anti-con. Hop, voilà. Je rappelle aussi la question du jour, hein, donc est-ce que Laurent Wauquiez doit-il accepter la main tendue par Marine Le Pen? Eh bien vous êtes 50% à dire oui, 50% à dire non sur Twitter, 34% à dire oui contre 64%, 36% à dire oui contre 64% sur Facebook. C'est parti pour Libertad. Alors essayez d'être court hein, parce que on passe un maximum d'auditeurs. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Mamadou Skradey. Oui, bonsoir, bienvenue à toi, on t'écoute. Bonsoir Christophe, bonsoir Nadia et Hussein. Alors, c'était pour lancer un appel en fait à tout le monde hein, de ne pas traiter nos autres frères de racistes hein, de ce qui se passe en Libye. Parce que bien d'Africains étaient au courant de ce qui se passait, mais personne n'a levé le petit doigt. Et c'est lors que CNN a diffusé ce documentaire que tout le monde a commencé, bien sûr, dans l'émotion à manifester leur désaccord. Bien vu Mamadou. Voilà. Merci Mamadou. Merci. Voilà. À très bientôt. 01 40 33 9000. Voilà, ça c'est du coup de gueule. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour participer à Libertad. France Maghreb 2, bonsoir. 01 40 33 9000, que vous soyez d'Orléans, de Paris, Dijon, du côté de chez Nadia là-bas. Clermont-Ferrand. Nord-Ouest. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Je m'appelle Walid et j'appelle de Paris. On t'écoute Walid. Alors, en fait, j'appelle moi, c'est juste pour dire une chose en fait, parce que je vous entends parler depuis quelques jours par rapport aux soucis qui se passent en Libye. Ouais. Et en fait, je trouve que vous faites l'amalgame par rapport aux Libyens. Vous les mettez tous dans le même sac, alors que c'est une certaine partie de cette population qui commet ces actes, et c'est pas tous. Donc nous, on est toujours les premiers à dire que les musulmans, on est stigmatisés, on nous met tous dans le même sac, ceci, cela. Mais quand est-ce que tu as entendu qu'on mettait les Libyens dans le même sac? Bah, quand vous parlez, vous dites, comme tout à l'heure, il y a un jeune qui a appelé, qui parlait par rapport à ça là. Il disait que moi je ne suis pas libyen, je suis algérien, j'ai rien à voir avec eux. Hier aussi, quand je vous entendais discuter, pareil, c'est la Libye. Mais je pense qu'il faut préciser. Parce que ça se passe en Libye, mais jamais dans nos analyses en tout cas. Et si tenté on l'a été, merci de nous rattraper, de nous remettre dans le bon chemin. Mais jamais dans notre intention a été de s'en prendre aux Libyens, et parce que il s'agit évidemment d'une petite partie, en l'occurrence, peut-être de gens qui sont peut-être même pas libyens pour le coup. Donc non, absolument pas. La personne qui a appelé tout à l'heure, elle voulait dire en fait que les gens lui rappelaient ça, lui mettaient sur le dos ce qui s'est passé en Libye, et faisait juste de rappeler qu'il n'était pas libyen en fait. C'était juste ça. Mais non, bien sûr, moi, en généralisant. Moi, personnellement, je suis pas libyen, je suis algérien, mais partout quand j'entends parler de cette histoire, c'est ouais, les Libyens.
Alors que non, c'est comme quand on dit les musulmans, alors que... Exact. Non mais tu as parfaitement raison. J'entends bien. Bravo. Cet espace est aussi là pour nous remettre de temps en temps dans le bon chemin, parce qu'on peut aussi dire des conneries, hein. Vous savez, ça c'est une maladie internationale pour le coup. Et on dit les Arabes. Vous dites des conneries, je trouve justement que vous êtes une très bonne radio, vous parlez de choses dont on ne parle pas dans les autres médias. Et je vous tire mon chapeau pour ça. Mais bon, après, voilà, c'est que si on fait des rappels, il faut qu'on se les fasse à nous-mêmes. Exactement, vous avez parfaitement raison. Merci Walid en tout cas de l'avoir fait. À très bientôt et bonne soirée. 01 40 33 9000. C'est des auditeurs de qualité que nous avons ici sur France Maghreb 2. Voilà, je sais, les radios peuvent en être jalouses, mais bon, c'est comme ça. 01 40 33 9000. Enfin, pas tous non plus. Allô, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Kamel de Paris. Bonsoir, ça va Kamel, oui, bonsoir Kamel. Oui, simplement, ce que je tiens à dire rapidement, bien sûr, c'est Libertata. Non, c'est Libertad, pas Patata. À monsieur Soufiane. C'est simplement que la diplomatie algérienne a été pour l'Iran, pour l'Arabie Saoudite et contre l'Iran. Donc, quand il parle il faut dire que le Hezbollah a occupé toute la région du Liban et toute la Syrie. Donc, il faut pas, et ce que je regrette, moi, qu'on parle pas des bombardements du régime mais ça y est, Kamel, réveille-toi, mon ami. Bachar el-Assad, il a gagné, hein, tu sais. Va falloir se mettre rendre à l'évidence. Justement, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, mais ça, on le sait. Tu as une obsession. Une conciliation. Oui, oui. Merci, Kamel. Il devait être jugé pour ses crimes. Il n'y a pas de réconciliation. Merci, Kamel. À bientôt. 01. Je vois que t'as pas changé de discours, hein. Pourtant, t'as été absent pendant un petit moment, mais t'as toujours pas évolué. C'est dommage. 01 40 33 9000. C'est pas aussi simple qu'on le dit. Je pense que c'est un avis à accepter. Moi aussi, moi perso, pour ma part. Mais pas de problème. Le problème, c'est qu'on connaît Kamel depuis de nombreuses années. Il répète toujours la même chose. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. C'est toujours, voilà, Bachar le méchant et les autres les gentils. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, Bachar est un dictateur, certes, mais pour le coup, pour ceux qui voulaient le voir dégager au bout de 6 mois, 6 ans après, il est encore là. France Maghreb 2, bonsoir. Notre chat préféré, merci beaucoup. 040 33. Il n'a pas eu le teint. Non, parce que c'est sympa les chats, j'aime bien les chats. Enfin, j'aime pas les chats, mais Nadia les aime bien. Il appelle que le mardi. Ouais. Allez, un petit dernier pour la route, désolé pour le retard, Medjet. France Maghreb 2, bonsoir. Allez, non mais je veux pas terminer sur une note comme ça. 01 40 33 9000, il m'en faut une dernière. Pour ce soir, évidemment, dans le cadre de Libertad. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Abdel de Colombe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste parler du sujet de ce qui s'est passé à Essaouira. Oui. En fait, le souci, tout ça, ça vient des forces de l'ordre et sont sous-estimés le nombre de personnes qui veulent venir profiter de l'aide. Ouais, toi tu pointes le doigt des forces de l'ordre. Bon, le ministère de l'Intérieur lui pointe le doigt les organisateurs. Dans les vidéos, il y a certaines dames qui ont dit qu'on ne voyait pas beaucoup de forces de l'ordre. C'est possible. C'est possible. Les forces de l'ordre qui sont présentes, contre les dames qui sont en train de patiner les autres et demandent l'aide de forces de l'ordre, ils ont dit on a marre, on est fatigué. On peut lâcher après ça se tient. Merci beaucoup en tout cas de nous l'avoir dit ce soir dans Libertad. À bientôt, cher ami. Voilà. Et bien on va terminer comme ça sur une belle note. Et puis on se retrouve aussi sur Speak Up Channel. Ah bah oui. Nadia Lazoni Show, ça continue. Et dis donc, tu es ravissante. Ah oui. Non, je tiens à dire que c'est bien filmé, c'est propre, c'est digne d'un studio d'Hollywood. Eh bah dites donc, comme je suis flatté. C'est top de ouf. Bon, j'ai pas encore regardé, mais il est sympa l'ami aussi. Maintenant la 6e émission arrive très bientôt et donc restez connectés. Voilà. Bon, très bien. Restez connectés. Je fais ma promo aussi, Christophe. Bah vas-y. Dimanche on était le 19 et Bibliothèque fêtait ses 1 an. Bon anniversaire. Je connais pas Bibliothèque, je sais pas ce que c'est. Toute la France connaît. À part Nadia Lazoni, bravo. Dans un instant, Medjet qui débarque pour la bonne humeur jusqu'à 20h sur France Maghreb 2. Il est pour l'heure 18h 2 minutes, pardon. Personne n'a entendu qu'on était en retard. Personne n'a entendu. Mais non, jamais. Même pas Marine Garel qui va nous présenter tout de suite le flash de 18h à 18h02 sur France Maghreb 2. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Pas moins de 14 ministres sont attendus au Congrès des maires de France. Il s'est ouvert ce matin à Paris sur fond de tension avec le gouvernement. Édouard Philippe s'y est rendu. Il a tenté cet après-midi dans un discours de désamorcer la colère des élus et de renouer le dialogue. Les maires qui sont exaspérés par la baisse des dotations ou encore la suppression de la taxe d'habitation. Emmanuel Macron, lui, est attendu sur place après-demain. L'écriture inclusive ne doit pas être utilisée
dans les textes officiels. C'est la consigne d'Édouard Philippe. Le chef du gouvernement va envoyer pour cela une circulaire à ses ministres. Ce type d'écriture censé favoriser l'égalité homme-femme, mais controversé à cause de sa complexité. Près de 3 ans après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, une femme de 28 ans et un homme de 46 ans sont en garde à vue. Ils pourraient avoir joué un rôle d'intermédiaire pour fournir des armes aux terroristes. Ces actions coup de poing des routiers ce matin près des frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Italie ou l'Espagne. Opération escargot, blocage des routes. Les transporteurs refusent d'être exclus de la nouvelle directive européenne contre les travailleurs détachés, eux qui s'estiment victimes justement de dumping social. Emmanuel Macron était en visite ce matin dans les locaux des Restos du Cœur à Paris. Le chef de l'État a assisté au lancement de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Distribution de repas gratuits aux plus démunis. Plus de 70 000 bénévoles s'occupent de cette campagne d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud peinent à trouver leur public. Les épreuves débutent le 9 février prochain, mais seuls 41% des billets mis en vente ont trouvé preneur pour le moment. Sport football, 5e et avant-dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. L'AS Monaco reçoit Leipzig à 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.